Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans version française, à l'île de la Réunion, un endroit à la végétation luxuriante préserve la flore locale dans un cadre historique, découverte du jardin botanique. C'est dans ses origines et dans des temps immémoriaux que Marina Moncarillos plonge son esprit pour créer des œuvres intemporelles. Chez Alexander McQueen, c'est l'essence de la mode qui parle à travers un romantisme teinté d'obscurité. La flamme épouse le métal dans l'atelier de ferronnerie Fer Émeraude à Bordeaux. Découvrez ce savoir-faire dans le geste. Et juste avant de rencontrer l'artiste Marina Moncarillos, tout de suite point de vue. Le portrait dit des époux Arnolfini est un portrait très célèbre du flamand Jan van Eyck. Réalisé en 1434, il est caractérisé par des couleurs profondes et incisives et présente un couple, sujet principal de la toile. Mais avez-vous remarqué ce détail? Derrière eux se trouve un miroir circulaire dans lequel on peut observer quelques détails que le spectateur ne peut voir dans sa position. On aperçoit une fenêtre, mais aussi deux autres personnages, l'un vêtu de bleu et l'autre de rouge. Peut-être les témoins de l'union? Mystère. Si certains se sont lancés dans la conquête des pôles, d'autres ont gravi les sommets les plus périlleux comme l'Himalaya. Dans Une histoire de l'exploration, neige et glace, Stéphane Dugas nous parle de ces voyageurs, géographes, alpinistes et bien d'autres, tous amoureux des terres hostiles. Il brosse le portrait de ces hommes et femmes entre inconscience et courage qui ont exploré et découvert les sommets, banquises et calottes glaciaires. C'est parti pour un voyage plus blanc que blanc. La lampe Akari, c'est la lampe la plus vendue au monde, alors vous avez forcément dû la croiser quelque part. Créée par Isamu Noguchi dans les années 1950, elle est fabriquée à base de papier de riz. Le designer américano-japonais s'inspire alors des lanternes qui illuminaient la nuit la rivière japonaise Nagara. Dans les années 1970, elle connaît un engouement de la part des Européens et depuis, elle n'a pas pris une ride. Déclinée sous de multiples formes et coloris, difficile pour elle de passer inaperçue. Véritable conservatoire de la flore, le jardin botanique Mascarin de l'île de la Réunion nous offre un spectacle époustouflant, la fine fleur des musées à ciel ouvert. C'est un musée vivant, en fait. Le terme de musée ramène à des salles où on accroche des tableaux. Ici, ce sont des plantes, des éléments vivants qu'on entretient, qu'on conduit, qu'on élève pour présenter au public. Sur ce site historique ont été construits, aménagés des collections botaniques, une dizaine de collections botaniques thématiques, avec principalement celles qui concernent la flore de la Réunion, les espèces indigènes endémiques, toute une palette en fait végétale qui présente la flore de la Réunion. C'est dans les hauteurs de Saint-Leu, à l'ouest de l'île de la Réunion, que trône Mascarin, un jardin botanique. Étendu sur 13 hectares, il a été créé dans l'ancienne ferme de la famille de Châteauvieux, installée ici au XIXe siècle. On a encore derrière moi, mais aussi tout autour, les vestiges de ce domaine avec la maison de maître, tout ce qui faisait à l'époque le corps de ferme finalement, puisque sur cette propriété qui à l'origine faisait plus de 600 hectares, du battant des Lames au sommet des montagnes, c'était une véritable ferme, une exploitation agricole qui fonctionnait avec les colons, avec tout le personnel qui existait à cette époque-là. C'est désormais en vous perdant dans les allées de ce vaste jardin que vous découvrirez des trésors de la nature qui émerveilleront vos sens. Orchidées, fougères, plantes carnivores ou encore bambouseraies, sans oublier la découverte de la flore locale grâce à l'une des collections phares du jardin. Collection qu'on appelle Réunion, qui est une mise en scène de la végétation telle qu'elle devait exister lors des premiers débarquements d'habitants. La Réunion a 3 millions d'années et au fur et à mesure de son histoire, les plantes sont arrivées naturellement par les oiseaux, par les courants marins, par les vents. Et ces espèces indigènes, donc arrivées naturellement, vont s'adapter pour former de nouvelles espèces et on arrive là à ce qu'on entend par espèces endémiques, des espèces qui se sont adaptées à un territoire bien particulier. Parmi ces espèces, certaines sont précieuses et c'est là que le jardin joue tout son rôle de conservatoire. On a un exemple ici avec Aloe macra, qui est une espèce endémique de la Réunion, donc propre à la Réunion,
Elle n'existe dans le milieu naturel qu'à La Réunion. Encore appelée mazambron marron, espèce très très rare. On a encore quelques poches d'habitat naturel dans l'île. Cette espèce a fait l'objet justement d'un programme de réimplantation dans le milieu naturel. Des jeunes plants ont été cultivés ici et ont été réimplantés dans le milieu naturel il y a quelques années déjà par le Conservatoire botanique de Mascara. Des espèces locales et rares aux pouvoirs médicinaux ou bien plus mystérieux comme le fameux bois de senteur. Bois de chanteur ou senteur, on a en fonction des prononciations les deux appellations. C'est une espèce qui a subi en fait une tradition de cueillette basée sur des pratiques magiques. Il était réputé à l'époque porter chance si on pouvait disposer d'un bout d'écorce, d'un bout de branche sur soi. Et en même temps, quand on prélevait cette écorce ou ce bout de branche, il fallait laisser une pièce qui chantait apparemment à minuit ou à midi. Enfin, la flore de la Réunion est remplie de ce type d'histoire. Au-delà de la flore locale, plusieurs collections vous feront voyager comme les succulentes ou encore le parc de palmiers. Et tout cela n'a pas uniquement pour but de vous émerveiller. Pour mieux protéger, il faut connaître. Donc notre mission, et c'est important, c'est vraiment de faire comprendre aux visiteurs lambda, donc on commence par les touristes, mais de manière plus précise aux enfants, en quoi la végétation naturelle de la Réunion, les espèces indigènes, les espèces endémiques, est importante, fragile, rare, et transmettre au travers de cette connaissance des réflexes de protection, de conservation et de préservation de la flore. Et lorsque vous visiterez Mascarin, le jardin botanique de la Réunion, n'oubliez pas l'essentiel, gardez les yeux ouverts pour vous laisser séduire par la nature. Des visages fêlés, des mains brisées ou des puzzles antiques, Marina Mancarios nous transmet ses émotions à travers moulage et patine. C'est notre invitée du jour. Dans le travail du moulage, de manière générale, il y a quand même une efficacité, une rapidité. On n'est pas comme en peinture à l'huile, par exemple, où il va y avoir des semaines de temps de séchage. C'est quand même pensé en fait pour que ça aille assez vite. Après des études en design de produits, Marina Mancarios s'oriente vers un diplôme supérieur d'art appliqué pour exprimer davantage toute sa créativité. C'est en poussant la porte de plusieurs ateliers de moulage parisiens, lors de stages, qu'elle se passionne pour ces endroits remplis de sculptures et de plâtres. J'aime beaucoup cette matière parce que, en fait, elle présente quasiment pas de toxicité. Donc on peut travailler comme ça avec les mains directement. C'est un matériau quand même peu coûteux, donc on peut tester beaucoup de choses. On a le droit à l'erreur et pour moi, dans mon travail, dans ce que je fais au niveau des fragmentations, etc., c'est important d'avoir ce droit à l'erreur. Et en même temps, une fois verni, une fois fini, on a un rendu qui est très beau et qui est durable, contrairement à ce que pensent les gens parfois. À travers cette matière blanche et lisse, Marina développe une technique bien à elle. Technique qui joue sur sa façon de reproduire des œuvres de manière libre et déstructurée. Je choisis des modèles antiques existants et après donc, je vais récolter des images de ces œuvres, tous les angles de vue que je peux avoir. Ensuite, je vais faire un modelage en terre de cette œuvre basé sur les photos. Ensuite, je viens en faire ce qu'on appelle un tirage unique. Donc, je la moule une première fois, j'en fais un premier coulage. Et ça me donne le modèle, le modèle, la reproduction en plâtre de la sculpture dont j'ai récolté les images. Et ensuite, je viens faire le moule en silicone de cette œuvre. Le moule en silicone qui, lui, est réutilisable peut-être quasiment des centaines de fois et qui me permet en fait de venir ensuite travailler en morcelage, en fragmentation. Ainsi, à partir d'un même moule, Marina peut créer différentes statues en fonction de ce qu'elle choisit de fragmenter et d'assembler. Donc là, je suis venue couler un morceau ici, couler un morceau là et l'associer avec creux, avec décalage à l'arrière.
Voilà, et c'est comme ça que je compose mes œuvres fragmentées. Mais Marina ne travaille pas uniquement autour de canons de la sculpture grecque. Elle est aussi passionnée de littérature et de surréalisme, à l'image de l'une de ses pièces favorites, le Tetris antique. Elle est assez représentative en fait justement de mes inspirations un peu surréalistes, un peu absurdes, XXe siècle, etc. Dans le sens en fait où j'ai travaillé vraiment le fragment en découpage, mais un peu, voilà, j'ai découpé les morceaux de visage sous forme de pièces de Tetris et je les ai assemblés voilà, à l'image du jeu. Et l'idée, c'est vraiment de se faire rencontrer des choses qui ne sont pas supposées se faire rencontrer, mais qui vont quand même faire sens. C'est également le cas pour son puzzle antique où des ornements ont été découpés en forme de pièces de jeu, ce qui permet des lectures d'œuvres sous plusieurs dimensions, parfois très littérales. En fait, moi j'aime bien quand il y a une dimension assez, que ce soit par exemple dans le Tetris ou celui-là, quand il y a une dimension assez illustrative et qu'on comprend en fait directement le propos dès qu'on la regarde. La dimension décorative, elle est très importante aussi chez moi, parce que bon, moi, le buste antique, c'est quand même un must hein, de la décoration intérieure. Et l'idée, c'est de le présenter, mais avec une touche personnelle en fait, qui vient s'y greffer. Et pour apporter une autre dimension à ses créations, elle réalise parfois des patines d'imitation. C'est une technique de vernis à la gomme laque qui permet de donner des effets de faux métaux. C'est souvent en fonction de la demande de la clientèle. C'est un truc que j'aime bien faire aussi parce que des fois je fais des patines partielles comme cette pièce là-bas et ça permet de vraiment mettre en valeur le fait que la pièce soit moulée. C'est-à-dire qu'on voit aussi bien le plâtre que la partie faussement métallique. Et ça on pourrait en fait pas l'avoir avec un bronze, un vrai bronze. Et voilà, je trouve que des fois ça donne aussi une autre vibrance à l'œuvre. Dans les années à venir, Marina aimerait explorer d'autres inspirations, notamment à travers l'Antiquité égyptienne, et y mettre ainsi davantage de couleurs. Bonjour Marina. Bonjour Katharina. Marina, votre goût pour l'Antiquité ne date pas d'hier. Depuis petit, vous baignez un peu dans cet univers avec le violon, le théâtre et puis aussi vos origines. Oui, je suis donc d'origine égyptienne. Ça a éduqué, je pense, chez moi un rapport au temps très très ancien, une sensibilité au temps très très ancien qui se retrouve aujourd'hui dans mon travail. Donc je travaille beaucoup plus avec des antiquités grecques. En revanche, l'Antiquité égyptienne, c'est quelque chose que j'ai aussi très très envie d'explorer dans mon travail. Quand vous êtes rentrée à Olivier de Serres, vous étiez en design produit, mais très très vite, vous étiez attirée comme un aimant par l'atelier moulage. Exactement. En fait, le design de produit, c'était mon rêve depuis l'adolescence. Et en fait, il y a eu une petite désillusion quand j'y suis arrivée parce que ça ne correspondait pas en fait à mes envies d'expression artistique. Donc après, j'ai changé de formation. J'ai fait une formation qui s'appelle le DSA métier d'art, à Olivier de Serres encore. J'ai fait des stages dans des ateliers de moulage. J'aimais déjà l'univers de la gypsothèque, en fait, avec voilà, plein de moules, plein de reproductions. Je trouvais ça vraiment magique. Et ça a servi de base, en fait, à l'élaboration de ce qui était mon projet de diplôme et ce qui est aujourd'hui mon projet professionnel. Alors votre projet de diplôme, justement, c'était « Mouler n'est pas copier ». Exactement. On est vraiment au cœur de votre travail aujourd'hui. J'ai vraiment poursuivi mon travail de diplôme. Donc effectivement, j'ai fait un travail sur beaucoup de réflexions autour de la copie. Le moulage, en fait, c'est un ensemble de techniques qui visent à reproduire à l'identique des sculptures. Un moulage qui réussit de manière traditionnelle, c'est un moulage qui ne se voit pas, dans lequel on va gommer tous les plans de joint, dans lequel on va faire des faux bronzes, des faux marbres. On va vraiment aller vers l'imitation parfaite d'une sculpture originale. Moi, mon projet, c'était de dire, bon, j'utilise le moulage, mais pas pour copier, pour créer, pour réinterpréter, pour exprimer des choses. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est développé. Alors, vous avez deux techniques
un peu de base, la fragmentation et la déformation. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer un peu? La fragmentation, ça vient de... C'est ce que je développe le plus. C'est le fait de travailler en collage, en fait. Donc, j'utilise des morceaux de sculpture et je vais les juxtaposer, les coller, mais en créant des décalages, en créant des creux, etc. Ce qui fait que ça ne ressemble plus du tout à un buste du canon grec. Du canon grec. Et ce qui fait qu'en fait, on va avoir un rapport à la perception de ce buste qui va être complètement renouvelé, dans le sens où on va avoir une partie, une autre partie. Le spectateur, il va être invité à tourner autour de la pièce pour reconstituer finalement mentalement. Et la déformation, donc là, je me sers d'un des procédés, d'une des propriétés plutôt du silicone, et qui me permet en fait de complètement réinventer là, la géométrie des œuvres antiques, de travailler sur... comme ça, sur des vagues, sur des choses qui ont l'air un peu de s'envoler aussi. C'est une esthétique assez différente. Une évolution un peu différente peut-être au plâtre serait la céramique pour vous? Oui, vraiment, c'est quelque chose que j'ai envie d'explorer aussi. Ce qui pourrait me faire évoluer aussi, ce serait éventuellement faire des tirages en bronze de certaines pièces. L'idée, ce serait de leur donner une valeur plus importante. En revanche, le plâtre, ça a cette facilité d'exécution, ça fait que je peux travailler directement avec les mains, sans gants, etc. Et ça donne une linéarité au processus, en fait, que j'aurais pas nécessairement avec des coulages en métal ou de la céramique. Alors, en dehors des expositions que vous faites, où est-ce qu'elles trouvent place, vos sculptures? Généralement chez des particuliers. Je travaille beaucoup avec des décorateurs, des architectes d'intérieur. Qui placent en fait mes œuvres chez les particuliers que ça peut intéresser. Merci beaucoup Marine. Merci à vous. Chez Alexander McQueen, Sarah Burton poursuit une approche gothique de la mode, autant dans sa conception que dans la précision de son exécution. Combinaison noire aux angles acérés, une orchidée d'argent et Naomi Campbell sur le podium, nous sommes chez Alexander McQueen, une maison qui chaque saison sait rappeler au public ce qu'est l'essence de la mode. C'est une ligne d'épaule calculée au millimètre, le pli d'un pantalon ou bien le tombé d'une chemise. Et Sarah Burton est l'une des rares à en conserver une telle maîtrise. Pour son défilé hiver 2023, la créatrice anglaise offre une démonstration de savoir-faire qui frôle la perfection et rappelle que la maison McQueen ne joue pas tout à fait dans la même cour que les autres. Le défilé commence par les codes classiques du tailoring, des costumes à rayures tennis, des boutonnières croisées, un travail de proportion à faire baver les plus perfectionnistes. Sarah Burton, qui a succédé au fondateur de la marque Lee McQueen à son décès en 2010, évoque ici les débuts du créateur comme assistant d'un tailleur sur mesure. De son vivant, il était célébré pour ses créations théâtrales et ses défilés spectaculaires. Dans une approche gothique, sa mode faisait trembler l'histoire du passé jusqu'au futur, soulever des questions graves et convoquer des personnages déconcertants. À ses côtés, Sarah Burton apprend que pour subvertir le vêtement, il faut d'abord en maîtriser la construction. Démonstration faite, la créatrice entame un étonnant travail de dissection. Le bas d'un perfecto en cuir devient le bustier d'une robe, les lignes se déplacent, les volumes flottent en apesanteur. Inspirée par les planches anatomiques de Léonard de Vinci, elle imagine des robes lacérées, tout en os et en muscles. Comme souvent chez McQueen, il y a du sang, des corps qui s'ouvrent et qui se décomposent. Mais rien n'est jamais gratuitement morbide. Des robes asymétriques éclosent comme des fleurs, les matières sont vivantes et libres et les broderies de perles s'animent de lumière. Si la mode de Sarah Burton émeut, c'est aussi parce qu'elle trouve la beauté dans ce qui nous fait peur. Son intensité rassure car elle nous renvoie au pouvoir du ressenti.
Et elle n'oublie jamais la fonction première, habiller, sublimer, soutenir la silhouette avec puissance. Elle coupe un uniforme de travail avec le même soin qu'un costume de luxe et transforme un tailleur classique ou un simple pull irlandais en véritables armures pour affronter le monde. C'est finalement l'essence même de McQueen que nous rappelle la créatrice. Une mode poétique, teintée d'obscur et de romantisme, mais qui parle avant tout à nos instincts primaires et à notre amour pour la vie. Elle permet aussi de continuer à voir le beau dans un monde sans dessus-dessous. À Bordeaux, le métal se plie et se transforme sous la chaleur des flammes pour donner vie à des créations envoûtantes, dont l'atelier Fer Émeraude. Le fer, c'est très capricieux parce que ça n'aime pas l'humidité, ça n'aime pas l'oxygène. C'est assez sensible comme matériau, du coup il faut vraiment arriver à le protéger, quoi. Donc si on fait une pièce en extérieur, il faut le traiter de façon à ce qu'il arrive à supporter l'humidité, l'intempérie, l'air salin, etc. Quand on a un intérieur, c'est un peu plus différent, c'est-à-dire qu'on va utiliser plutôt des cirages, plutôt des vernis très fins et très minces, quoi. Après avoir fait ses armes chez les compagnons du Tour de France, Charlie Guillebaud a rejoint l'atelier de ferronnier Fer Émeraude, fondé par ses parents en 1989, pour finalement reprendre le flambeau au décès de son père en 2022. Restauration patrimoniale, commande ou encore création personnelle, l'atelier Fer Émeraude s'est spécialisé dans le style 18e, reconnaissable à ses volutes, très présent dans la ville de Bordeaux. Si un artiste ou designer fait appel à lui, le dessin est déjà prêt, il n'aura alors plus qu'à étudier la faisabilité du projet. Mais lorsqu'il s'agit de commandes patrimoniales ou pour un particulier, Charlie imagine un design. Il effectue d'abord un dessin au 1/20e, puis dessine comme une maquette à l'échelle 1 qui lui servira de gabarit. Je pars de mon idée de base qui va être le plan que j'ai fait à l'échelle 1/20e. Et donc je vais esquisser une volute qui va me servir de référence pour faire la volute finale, quoi. Le dessin, il n'est pas forcément rond du premier coup, mais le gabarit, lui, le sera. Une fois le dessin validé, vient l'étape importante de la forge. La température de fusion du fer, c'est 1400 degrés. Nous, ce qu'on veut, c'est arriver juste en dessous. La meilleure séquence de forge, c'est entre 800 et 1300 degrés. En fait, le fait de le chauffer, ça le rend mou comme du nougat. Et plus il est chaud, plus il est mou. Et progressivement, en le forgeant à une température ambiante, il va refroidir petit à petit. Et s'il est plus rouge, il est plus forgeable. C'est-à-dire qu'il devient complètement dur. Et on ne peut plus le forger une fois qu'il est froid. Ça abîmerait les outils, c'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus contraignant. Et c'est à ce moment-là qu'il faut le remettre dans la forge. Un balai de va-et-vient pour façonner le fer et créer des volutes. Une fois l'amorce donnée, Charlie laisse le métal plus longtemps dans le feu pour le faire monter en température et le rendre encore plus malléable. Et donc là, vu qu'il est mou, on peut le travailler assez facilement sur le gabarit, par exemple. Il vient sans forcer, quoi. Alors que la partie froide, elle va être dure et elle va être impossible à bouger. Le fer est également travaillé à froid. On va travailler la pièce pour lui donner des formes un peu plus amples et un peu plus complexes. C'est-à-dire qu'il ne ressemble pas au gabarit de base qu'on a pour toutes les volutes, quoi. Le gabarit va nous servir de référence pour fabriquer les pièces. Et une fois qu'on a fait le départ de la volute, le reste après se fait à la main, à la griffe, quoi. Pas besoin de forcer énormément pour travailler la pièce, quoi. Quand chaque pièce est forgée, il faut les assembler. Elles seront soudées, vissées ou encore rivetées, un peu comme la Tour Eiffel. Un savoir-faire et des gestes ancestraux auxquels Charlie essaie d'apporter un peu d'innovation pour faciliter le travail. Comme avec cette machine d'usinage qui permet de confectionner des vis ou d'autres éléments sur mesure pour assembler les pièces entre elles. J'ai essayé de le faire évoluer au mieux que je pouvais avec les méthodes un peu modernes. Mon père, lui, était plutôt à l'ancienne
sur tout ce qui est organisation et production. Moi, j'ai essayé d'apporter de nouvelles machines, des nouvelles méthodes et un nouveau savoir-faire que j'ai appris par le biais des compagnons. J'ai apporté des nouveaux postes à souder, des nouveaux procédés de soudure, de la nouvelle quincaillerie qui permet d'optimiser la qualité du travail. Ferronnier de père en fils, Charlie fait perdurer la transmission familiale et continue à faire exister un artisanat d'art en voie de disparition. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!